Et de retour sur le plateau avec mon invité du jour et associé, Franck Aurel. Parce que derrière cette organisation du Hacking Health Camp, il y a un ensemble d'acteurs, une entreprise combinée entre Health Factory et AW Innovate. Voilà, donc tous les gens qui sont autour de nous, là, qui sont derrière, font partie de cette grande aventure qui est AW Innovate. Salut Franck, comment ça va? Écoute, pas mal, je te remercie. Et vous? C'est à vous qu'il faut demander ça. Bah écoute, un peu fatigué, c'est vrai que je me lance dans la télé, là, j'ai fait 2 fois 8 heures de live avec les équipes, c'est un peu long. Mais ça te va bien, je trouve. Mais non, mais ça se passe bien, écoute, je suis assez content parce qu'on a... alors je pensais soit qu'on aurait... Ce serait un flop total, on aurait 10 participants et personne ne voudrait se connecter. Ou ce serait l'explosion, on aurait trop de participants, ça déborderait. Et puis finalement, c'est comme chaque année, c'est pareil. On est plus de 500 qui participent en ligne et on a 25 projets. Donc comme chaque année, il y a le même nombre de projets. Bon, voilà, c'est une constante, hein, finalement, le format est bon. Hein. On pourrait même continuer à le faire en ligne. Absolument, mais disons qu'on s'y attendait. C'est un peu ça le futur. Ouais, de ce qu'on doit être et de ce que nous devons mettre en place dans l'avenir. Donc finalement, la distanciation ne change rien à la volonté de changer le monde et surtout le monde de la santé. Ouais, c'est sûr. Et donc, dis-nous, AW Innovate, Health Factory, tout ça, c'est un même... comment on a dit, un même... Un groupe. Oui, un groupe, mais tu as mis sur le site web un truc intéressant, c'est... La constellation, une même constellation. Constellation. On avait Pierre Banzé hier, etc. C'est quoi ce groupe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait chez AW Innovate? Qu'est-ce qu'on fait chez AW Innovate? On essaye de changer le monde. On essaye de changer le paradigme des entreprises sur des verticales comme la finance, la banque et la santé, bien entendu. L'industrie étant aussi une verticale que nous adressons. Mais plutôt que de représenter une agence qui sait et qui a la volonté de tout faire, on a choisi effectivement d'intégrer des acteurs qui ne travaillent que sur des verticales en ayant non pas une expertise, parce que j'aime pas beaucoup le terme expertise, mais une expérience finalement sur des verticales données. Et effectivement, on ne se focus que sur la transformation numérique et digitale des entreprises. On ne se focus uniquement sur la capacité du numérique à transformer les modèles économiques. Et bien sûr, on n'a pas et on ne détient pas, toi comme moi, une vérité telle qu'elle soit. On essaye de tester des hypothèses, comme on le fait à travers le Hacking Health Camp. Et derrière, on doit avoir suffisamment de data pour voir finalement quelle hypothèse a un potentiel sur la durée et quelle hypothèse est plutôt à foutre à la poubelle. Ouais, tu vois, je veux dire, bon. Donc, ça fait 21 ans qu'on fait ça. Avec Sébastien, ça fait quelques années que nous collaborons avec beaucoup de plaisir d'abord, parce qu'on a une vision commune, et puis on a décidé effectivement communément d'intégrer et de verticaliser la santé, parce que ça nécessite des experts comme Sébastien, et comme toutes les équipes finalement qui entourent Sébastien, qui est à l'origine avec Luc du projet Hacking Health et Health Factory. Et derrière, on souhaite adresser un marché de manière extrêmement structurée, extrêmement prudente aussi, et extrêmement volontaire. Je pense que c'est le terme. La volonté, on l'a, et on a beaucoup d'ambition sur ces sujets-là, communément. Donc les autres verticales, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le lieu et l'endroit, mais voilà, aujourd'hui on essaye de se focusser aussi beaucoup sur la banque, parce que l'univers bancaire va être, la banque et l'assurance, mais l'univers bancaire va être extrêmement secoué dans les années à venir, et qu'on a la chance de travailler avec un acteur formidable sur le sujet, qui est le Crédit Mutuel CIC et les ACM, qu'on connaît bien. Voilà en gros ce qu'on fait. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, à cette transformation. C'est beau. Un petit retour sur ce qu'on fait chez Health Factory, parce que vous savez que cet événement, c'est pas juste 3 jours qu'on organise. Il y a beaucoup de hackathons qui ont lieu partout dans le monde, voilà, qui sont organisés de manière un peu éphémère.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ça dure dans le temps, il faut qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'on trouve un moyen d'accompagner tout ça. Et pour ça, on a monté un processus d'innovation, ce qui fait qu'il y a la qualité de cet événement et des projets qui arrivent. C'est pas un hasard, c'est qu'on va les chercher, on va à la rencontre. On en parlait un peu dans les lives précédents, on a organisé un tour de France, une expédition à la recherche des innovateurs en santé avec nos partenaires. Donc on a fait le tour, on est passé par Nantes, par Toulon, par Paris, par Valenciennes, par Lyon, par Strasbourg bien sûr, avec le groupe Elsan, avec le groupe Vive, qui nous ont ouvert les portes de leur établissement pour venir présenter les projets qui étaient déjà passés par le Hacking Health Camp. Deux, proposer à leurs équipes, mais pas que, c'est-à-dire ouvrir aussi aux gens du coin, de venir parler de leurs projets, parler de leurs idées. Et ça a amené des projets cette année. Alors ça a été un peu chamboulé par la crise du coronavirus, mais voilà, on voit l'entonnoir qui commençait à se former, des projets qui arrivent, on passe du temps à animer des ateliers design thinking pour que, entre l'idée farfelue, le problématique pas bien défini, qu'on arrive à formaliser ça d'une meilleure manière, et puis on arrive au Hacking Health Camp pour prototyper, passer de l'idée au prototype, et comme je le dis souvent, c'est pas la peine de passer 6 mois sur une idée, sortir un produit qui sert à rien. L'important c'est de passer 2 jours, et très rapidement, en 15 jours, on va voir si sur le terrain, l'idée qu'on avait, elle répond bien à la problématique, et ça permet de, comme disait Franck, valider des hypothèses. Souvent on se trompe, et c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend, et c'est cette culture qu'on essaye d'enseigner d'ailleurs à travers tout ce qu'on fait chez AW Innovate et L-Factory. Et donc après, on accompagne des projets. On a accompagné cette année 2 projets issus du Hacking Health Camp, mais aussi d'autres projets qui sont venus par d'autres biais, justement dans leur communication, dans leur marketing digital, dans la construction de leur application, etc. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter L-Factory. Derrière ça, on réfléchit beaucoup, on passe du temps à se dire mais que va devenir le futur ? On en parlait au lancement du hackathon, on s'est aperçu que de plus en plus de projets tournent autour de la prévention, du bien-être. On n'avait pas du tout ça au début du Hacking Health Camp il y a 7 ans. On était vraiment sur des problématiques curatives. Là, on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience vraiment du public, mais aussi d'autres acteurs, d'autres organisations, sur la prévention et le bien-être. Nous étions convaincus préalablement, oui. bien sûr, puisque à travers nos voyages au Japon et en Chine, on voit bien que la prévention, c'est pas nouveau et que c'est fondamental finalement. La conscience de soi et la conscience de son être physique, c'est finalement l'axe majeur que tout à chacun doit avoir conscience et avoir toujours en tête pour pouvoir avancer dans sa propre vie par ailleurs. Et effectivement, on a aujourd'hui avec nous des gens qui ont cette conscience-là depuis des années et qu'on se félicite d'avoir rencontrés parce qu'on les aime beaucoup. Ouais. Alors j'introduis tout de suite Philippe Ritter et Pascal Zellner, qui sont des habitués du Hacking Health Camp et avec qui on collabore aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors je commence par Philippe. Philippe, si tu peux te présenter et puis nous parler de Cohoc, parce que tu remettras un prix d'ailleurs ce soir. Toi, la prévention, la qualité de vie au travail, c'est des sujets sur lesquels tu t'es déjà lancé et sur lesquels tu travailles. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Déjà, salut à tous les deux. Et bravo, en préambule, bravo Seb quand même pour ton adaptabilité. D'avoir réussi à bouger la première version du hacking vers le Covid pour ensuite le repositionner et tenir l'antenne comme tu fais. Je dis juste chapeau, parce que voilà, c'est une nouvelle, une nouvelle flèche, une nouvelle corde à ton arc, et donc bravo, parce que c'est pas à la portée de tout le monde, et je sais pas si j'aurais été capable de le faire, très honnêtement. Donc bravo, quoi. Donc Philippe Ritter, j'ai lancé le concept Cohoc en étant convaincu comme vous que la prévention était peut-être à la base de tout, mais que c'était peut-être le parent pauvre, moi je dirais, de la santé, c'est-à-dire la partie qu'on oublie de traiter. Donc j'ai créé le Cohoc à Lampertheim. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit coin de campagne dans la banlieue de Strasbourg. C'est une implantation qui était volontaire aussi. C'était d'être en rupture avec
un certain nombre de modèles qui pouvaient exister aujourd'hui, qui étaient simplement de prouver que ça va être peut-être plus difficile de faire de la prévention à la campagne parce qu'il y a moins de monde. Voilà. Et que le fond toujours du problème, ça reste le financement. Donc, j'ai simplement créé un espace qui est à destination des entreprises et qui permet en fait d'accueillir les entreprises, les institutions, les associations, peu importe, tous ceux qui ont des salariés, en leur mettant à disposition un certain nombre d'outils pour faire leur business du quotidien. Avec nous, notre volonté de leur insuffler tout au long de leur présence chez nous de la prévention santé autour de plusieurs axes qui sont ce que moi j'ai appelé la prévention santé universelle, c'est-à-dire qui va concerner tout le monde. Ça va être la nutrition, ça va être l'activité physique et ça va être le sommeil. Voilà. Et donc, tout au long de la journée, on propose des choses qui sont complètement habituelles et des choses qui sont inhabituelles, mais toujours dans un process de liberté. Voilà, parce qu'on pense que le changement de comportement, il passe par la liberté et par voilà, le fait que l'utilisateur soit convaincu. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et on travaille parallèlement sur une partie justement numérique et digitale, qui est de tirer, si tu veux, la quintessence et l'ADN de tout ce travail fait en physique pour ensuite le mettre dans le numérique et être sur quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, qui va toucher, ramener ça en entreprise et toucher du coup de manière plus volumique les gens. Voilà. Merci Philippe. Bon, on reviendra sur tout ça. Et notre deuxième partenaire et ami, puisque Pascal Zellner était coach, participant, a porté des projets au Hacking Health Camp et a porté aussi beaucoup de projets autour de la prévention et du sport. Salut Pascal, comment tu vas? Ah, on t'entend pas encore. Il faut que la régie allume le micro. Voilà. C'est bon, vous m'entendez? Ah, ça y est, ça y est. C'est bon? C'est bon. Ouais, je disais comme après une garde et une petite nuit blanche. Ah, super. Mais c'était pas pour coder, c'était pour réparer les hommes. Voilà, bah écoute, ouais, félicitations. Je suis vraiment impressionné par ce que tu as fait là avec le hacking. C'est vraiment fantastique. Merci. Voilà, et puis bah comme tu le sais, moi je suis impliqué surtout sur le côté recherche, effectivement, de tout ce qui va pouvoir être mesuré sur l'homme de façon non invasive et utilisé pour quantifier le bien-être et surtout arriver à donner une image indirecte de l'état physiologique d'un individu. Voilà. Et comme j'en discutais avec Franck et toi récemment, hein, il y a vraiment un appareil qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention, c'est cette photoplétismographie, le petit capteur plein de lumière qu'il y a au dos de vos montres, parce qu'il nous fournit de plus en plus d'informations super précieuses, donc qui sont déjà utilisées dans le fitness. Et le but de tous les travaux de recherche que je mène, c'est de les porter dans le domaine médical. Donc il y a déjà des géants qui s'y intéressent. Hein. Apple ne nous dit pas tout, mais dans leur firmware, ils calculent déjà beaucoup de choses, et beaucoup de choses qu'ils n'ont pas encore mis en FDA, mais il y a de plus en plus d'études qui utilisent ces montres pour détecter le prédiabète, détecter l'après-HTA. Et donc, enfin, la technologie, elle est prête pour offrir à un bas coût des outils très simples à monsieur tout le monde pour mieux se connaître et surtout faire de la vraie prévention en santé. Et donc, bah, du coup, j'en profite. C'est quoi le bien-être finalement? Si on doit poser cette question fondamentale, c'est pas que aller au spa, mais il y a aussi de ça en partie. Comment toi, tu le définirais, le bien-être? Bah, le bien-être, c'est avant tout vivre avec ses moyens, avec les moyens que Dame Nature nous a donnés. En fait, c'est pas vivre au-dessus de ses moyens. En fait, vous le savez, en gros, notre corps, c'est une usine qui produit de l'énergie électrochimique, cette fameuse adénosine triphosphate. Et malheureusement, bah, la quantité d'énergie qu'on est capable de produire, elle est fixée à 40% par la génétique, à 40% par le mode de vie et à 20% par le mode de vie avant l'âge de 18 ans. Donc, il y a quand même 60% qui sont fixés dès qu'on a 18 ans. Voilà. Et donc, si on consomme trop d'énergie, on va demander trop à notre corps, et notre corps ne pourra pas fournir et assurer et les besoins fondamentaux, respirer, digérer, et les besoins de bien-être psychique, de contrôle du stress. Et en fait, on a une quantité unique qu'on produit chaque jour pour gérer son stress physique, son stress psychique, les agressions bactériennes, les agressions physiques. Et lorsqu'on en demande trop à notre corps, eh bien,
on n'est pas à l'équilibre biologique qu'on appelle l'homéostasie. Et les bases du bien-être, avant tout, c'est d'essayer de garder cette homéostasie. Et une bonne homéostasie, ça nous permet d'être en équilibre biologique pour les fonctions vitales, mais aussi en équilibre psychique. La science du bien-être, voilà, définie. C'est pas le discours du yogi au fin fond de l'Inde, mais finalement, ça revient au même. Mais ça revient exactement au même, Sébastien, parce qu'en fait, quand on regarde le yoga et qu'on analyse des différentes postures de yoga, et qu'on discute avec les maîtres yoga, il y a des postures qui vont stimuler telle ou telle composante de notre système nerveux autonome et qui vont tendre à rééquilibrer ces déséquilibres de la régulation de l'homéostasie. Et c'est vraiment impressionnant. Nous, on voit que tous les types de médecine, elles vont essayer de rétablir cet équilibre. L'acupuncture, la pressothérapie, l'ayurveda, toutes ces sciences, elles sont faites pour permettre à un sujet de garder le meilleur équilibre biologique possible. Sans équilibre biologique, on n'est pas capable d'encaisser les stress que la vie va nous imposer. Et alors Philippe, tu parlais de mettre du numérique là-dedans. Comment on met du numérique dans du bien-être ? Mais alors, je vais compléter ce que disait Pascal parce que je trouve que c'est exactement la complémentarité entre Cook et ce que lui décrivait, c'est ça. C'est nous, on va apporter l'aspect plus pratique. Et je pense qu'il y a autant de bien-être qu'il y a d'individus. Voilà, il faut chacun trouver, explorer des solutions, des choses qui vont nous rééquilibrer. L'idée de Cook, c'est ça, c'est d'apporter le maximum de choses, de faire expérimenter le maximum de choses pour venir s'équilibrer derrière. Et là, le numérique a forcément un impact qui est essentiel, puisque le numérique qui permet, il va plus vite que nous. En fait, c'est ça. Donc, à un moment où on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent et on veut toucher un maximum de monde, il faut se servir de cet outil pour pouvoir créer au maximum un entonnoir qui se rapprochera justement de cet équilibrage. Et je crois que c'est vraiment deux phases qui doivent travailler ensemble sur le même chemin, c'est-à-dire pouvoir mesurer d'un point de vue physiologique ce qui s'y passe, psychologique, etc. Et considérer que le bien-être, c'est quelque chose de vivant. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Et il y a des choses qu'on peut traiter de manière scientifique. Il y a toute une partie qu'on ne sera pas capable de faire. Et à ce moment-là, il faut, et c'est dans le fond, c'est un peu là où on est surprenant chez GoHockey, c'est que quand beaucoup commencent par le numérique, nous, on a commencé par faire du physique. Donc, on a fait le chemin inverse. C'est-à-dire, on est parti du fait de se dire, OK, on va d'abord aller chercher le physique avec les gens, cette expertise-là, et ensuite voir ce qu'on arrive, nous, à collecter à partir de ça pour créer ensuite éventuellement l'outil numérique derrière qui pourra être, alors je me décale, voilà, à cause du contre-jour, qui pourrait être derrière, je sais pas moi, un assistant personnel de la prévention santé, une plateforme web, enfin beaucoup de projets qui viennent se croiser du coup avec le numérique, quoi. Mais ce numérique, c'est bien, mais on s'aperçoit quand même que la notion de coach qu'on appelle souvent le coach sportif, etc. Mais aujourd'hui, le médecin peut être aussi un coach. Finalement, cet accompagnement au quotidien, il y a quand même besoin d'une relation humaine dans cette dimension numérique. Pour moi, elle est obligatoire. Et alors, moi, je suis pas un scientifique comme notre ami Pascal, et j'ai absolument pas cette prétention-là. C'est pour ça que nous, on se positionne vraiment en amont, dans le fond, de toute cette prévention à la fois primaire, secondaire, tertiaire. Ça, c'est l'expertise derrière le coach. Le coach sportif va être compétent sur un objectif précis. Le médecin va être un accompagnant sur des questions précises. Nous, on se met en amont de tout ça et on veut créer l'interface qui permet d'avoir en fait l'information. Je pensais hier, je sais plus qui parlait de ça, tout ce qui est évidemment RGPD, etc., qui est l'idée d'avoir le patient éclairé. Moi, je suis pas le dernier des idiots, je suis pas le plus intelligent non plus, mais j'avoue que la plupart du temps, je suis pas éclairé parce que je manque d'informations. Et de cette compréhension de l'information, de cette simplification de l'information. Et l'idée de la prévention, pour nous, c'est ça, c'est de pouvoir simplement se mettre en amont et pouvoir modifier son comportement, en fait, sans effort et sans s'en rendre compte. C'est vraiment ça notre target. Et donc, ça nécessite des objectifs qui sont extrêmement compliqués, qui va être de se dire, OK, demain, c'est collecter de l'information, être capable de mesurer ça sans être, voilà, je sais pas si vous m'avez perdu, sans être intrusif, par exemple, tout simplement. Donc, c'est tout l'enjeu, en tout cas, de cette nouvelle partie peut-être de la santé qu'il faut structurer
et qu'il faut financer. Et Pascal, on parlait beaucoup d'empowerment, de quantified self. Là, tu nous parlais des montres. Est-ce que tous ces outils, et on en reviendra tout à l'heure avec Franck là-dessus, tous ces outils de mesure, qui est le microbiome, etc., toutes ces informations qu'on peut collecter, est-ce qu'on peut tirer de l'information pour personnaliser de la prévention, ou est-ce que et avoir l'information en direct, ou finalement c'est quelque chose qu'on va partager avec un coach qui va nous éclairer, et voilà, c'est pas simplement une machine qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est un ensemble d'informations qui nous aident à décider ensemble avec un couple coach pratiquant à aller mieux. Les deux, mon capitaine. En fait, un premier niveau très très simple, ça permet de donner des repères simples à un sujet. Par exemple, dans les années 80, il y a deux physiologiques anglais, Bannister et Morton, qui se sont amusés à essayer de prédire la performance. Alors, ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont quand même réussi à mettre au point une unité qui s'appelle le Training Impulse, qui est une mesure d'unité physiologique d'une activité donnée. Et on s'est quand même rendu compte, par exemple, qu'un sujet lambda, voilà, de la moyenne, s'il s'encaisse plus que 100 trims dans la journée, eh ben, il a un risque non négligeable de se blesser, d'être burn-outé. Et donc, et pour faire ça, il suffit d'enregistrer pendant toute la journée la fréquence cardiaque. Donc déjà, on peut remonter à un sujet des alertes très très simple. Attention, là, tu es en train de faire n'importe quoi. Mais c'est sûr, lorsqu'on va se dire, bah voilà, l'homéostasie n'est pas là, il y a tel ou tel type de déséquilibre, on va faire le diagnostic. Mais au jour d'aujourd'hui, il est illusoire de se dire que une collection d'algorithmes va être capable de poser des questions et de contextualiser. Et le coach ou le médecin ou le coach du bien-être, c'est vraiment son rôle, c'est d'arriver à contextualiser les choses avec son patient et de dire, OK, bah, tu as tel type de déséquilibre. Alors oui, là, hier soir, tu t'es engueulé avec ta femme, tu t'engueules depuis une semaine, bah voilà, c'est pas compliqué. Le déséquilibre, il vient juste de là. Et le coach, il est vraiment indispensable. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le numérique, en tout cas l'intelligence artificielle, entre guillemets, n'est pas capable de contextualiser la vie des hommes. C'est trop compliqué, c'est encore trop compliqué. Et donc, mais par contre, le numérique est capable de, comme le disait Philippe, de calculer beaucoup plus vite et de permettre à un médecin ou à un coach fitness de dédoubler, de quintupler son cerveau pour pouvoir faire beaucoup plus vite ce qu'on faisait dans un tableur Excel et qui nous prenait au début, il y a encore 5-6 ans en arrière, 2 heures pour un sportif de haut niveau. Et donc, c'est vraiment, on est à la croisée des chemins et on a la chance maintenant, oui, de se dire, oui, c'est possible en tout cas de faire de la prévention mesurée et vraiment, comme le dit Philippe, adaptée à chaque être humain. Voilà, ça c'est sûr et certain. Mais Franck, est-ce que ce bien-être, ça peut être un marché? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça? Comment on peut arriver à faire en sorte que voilà, on puisse apporter des services qui soient intéressants par les patients? On voit bien que chaque fois qu'on parle de santé, on demande qui paye et on attend toujours que la sécurité sociale nous rembourse. Est-ce que tu penses que le grand public sera prêt à payer pour avoir accès à une meilleure alimentation, avoir accès à du bien-être, alors que normalement, c'est l'État souverain qui devait le faire à travers l'assurance maladie? L'État souverain, il faut arrêter avec l'État souverain. Je pense que l'État essaye de faire beaucoup de choses. En tous les cas, on a vu pendant cette pandémie que l'État essaye de faire ce qu'il peut, avec des satisfactions et des déceptions, bien sûr, mais on ne peut pas transférer à autrui notre volonté de se sentir bien et la responsabilité d'aller bien. Donc, moi, j'aimerais arrêter avec l'État. L'État n'a pas tous les devoirs. Nous avons aussi, nous, des devoirs. Et en ce qui nous concerne, en tous les cas, d'un point de vue physiologique et physique, notre devoir, il est de nous responsabiliser. Et ça ne regarde... C'est extrêmement singulier. J'en profite pour rebondir effectivement sur ce que dit Pascal ou Philippe. Je veux dire, moi, je suis convaincu, et nous sommes convaincus, puisque nous avons entamé avec Pascal et Sébastien une démarche en ce sens, je suis convaincu que la singularité aujourd'hui est prédominante dans le bien-être. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes, et à travers les propos de Philippe, bien entendu, liés au digital, ça c'est une évidence, pour effectivement toute la
capacité, la rapidité et l'intelligence qu'il y a derrière le digital. Mais comme le dit très justement Pascal, aujourd'hui, on s'adresse à l'humain avec un grand H et que finalement, on doit mesurer l'humain en tant que tel. Donc nous avons entamé avec Pascal, Sébastien et Pauline une démarche extrêmement importante qui va être de mesurer le microbiote, de mesurer finalement toutes les datas, parce que je veux dire, les datas ne sont pas liées qu'au numérique, toutes les datas qui sont intégrées à notre propre système. Et de là, on va effectivement voir quelle est notre capacité à pouvoir faire mieux, aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y a un marché? C'est une bonne question, Sébastien, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un marché, mais comme tu le dis très justement, s'il n'y a pas de suivi, le marché retombe. Finalement, on sent bien que certaines personnes ont une conscience qui peut être plus ou moins longue ou éphémère, mais que si derrière, on ne met pas de l'humain, finalement, dans l'accompagnement de la démarche de manière globale, le marché sera en rupture. Et puis, il y a beaucoup de faiseurs sur ce marché qui vendent de la poudre de parlimpinpin sans se préoccuper de l'homme ou de la femme qui vont derrière prendre des suppléments ou des supernutriments ou faire des exercices, ne serait-ce que des exercices sportifs. Est-ce que c'est adapté à ta morphologie? Est-ce que c'est adapté à ton dos? Est-ce que c'est adapté à ton cœur? Enfin, donc je pense qu'il y a un marché, mais il y a un marché qu'on doit d'abord tester et on a choisi, nous, de verticaliser encore une fois ce marché avec toi et Pascal, et on a choisi de prendre une cible qui va nous permettre de démontrer finalement que si on met tout bout à bout, on pourra effectivement adresser dans les meilleures conditions financières, parce que notre volonté, il est aussi de rendre accessible l'ensemble de la démarche. On n'a pas envie de s'adresser qu'à l'élite ou à des gens qui sont bien pensants. On veut essayer de démocratiser un maximum, parce que c'est aussi ça notre vocation de l'accompagnement à la transformation des modèles, et des modèles sociaux aussi et sportifs. Donc, une fois que nous aurons démontré la verticale qu'on a évoquée ensemble, eh bien, on pourra aujourd'hui démocratiser, c'est notre souhait, la démarche que tu évoques. Donc, est-ce qu'il y a un marché? Je pense qu'il y a un marché, mais je pense qu'il y a un marché qui est fondamental, comme le soulignait Philippe, pour l'homme en tant que tel. Philippe, nous sommes ce que nous mangeons. Chez Coq, justement, vous travaillez sur ces aspects-là avec une cuisine, puisque Coq, il y a quand même un lien, c'est pas que un espace de coworking. Non, et donc, et je sais que ta compagne est nutritionniste, donc tu as mis l'alimentation au cœur de tout ça. Donc, effectivement, là, on parlait de mesures, on parlait de récupérer un ensemble d'informations, mais il y a aussi bien savoir faire la cuisine aussi. Alors, bien savoir faire la cuisine, ouais, oui et non. C'est-à-dire, c'est déjà le méga plus, tu vois, si tu sais bien faire la cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est que ça commence effectivement par une éducation qui est en amont de ça. Chez nous, pas de chef, comme tu le sais. Chez nous, c'est que des gens qui sont diplômés en nutrition qui interviennent et qui sont pas là justement avec l'ambition de te faire un beau sabayon qui va bien. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que ça et qui est certainement meilleur que celui de ma femme, même s'il est excellent et qu'elle va m'engueuler en voyant certainement le replay et qu'on n'en a pas souvent à la maison. Mais ouais, effectivement, notre approche, elle est plus dans la compréhension chaque fois individuelle. Alors, c'est pour ça, ta question, elle est pas forcément adaptée si tu veux immédiatement, puisque nous, on est quand même essentiellement sur l'entreprise. Donc, si tu veux, nous, on essaye de démontrer à la fois aussi à la cuisine et sur la nutrition que on peut faire les choses juste de manière différente sans forcément bousculer ou sans forcément tout révolutionner. L'idée pour nous, c'est justement de passer par cette formation des utilisateurs pour qu'ils aillent ensuite chez eux à amener la bonne parole aussi et rayonner dans leur famille. Et ça rejoint du coup ce que disait Franck dans la démocratisation, c'est-à-dire que par l'entreprise, on touche une personne qui va, un peu comme le Covid malheureusement, venir dans sa famille et qui va contaminer, mais là positivement, les membres de sa famille. Et tout notre business model, nous, s'appuie là-dessus. Et effectivement, la nutrition, c'est un de nos piliers principaux, comme l'activité physique, évidemment, et à nouveau, comme le sommeil. L'idée, c'est de piocher des choses pour venir équilibrer tout ça. Et si je peux juste 2 secondes, je complète avec ce que disait Franck. Nous, on pense vraiment que c'est à l'entreprise. C'est la responsabilité de l'entreprise demain
de payer pour le bien-être, de développer cette prévention. Il y a 2 instances de socialisation qui sont importantes, l'école et ensuite le travail. Et justement, par cette capacité de résonance qu'a le travail, à l'école, on va toucher un enfant qui va venir en parler à la maison, mais c'est pas à lui normalement d'éduquer ses parents, c'est l'inverse. Donc nous, on part de ce principe-là, dire c'est le parent qui va ensuite éduquer dans son cercle familial, et du coup, de 1, on va en toucher 5, et ainsi de suite. Voilà. Oui, très bien. Tout à fait. Voilà un modèle de départ. Et Pascal, dis-moi finalement si on avait tous ces outils-là, si on avait réussi à faire tout ce qu'on est en train de dire là, que l'entreprise payait pour nous pour aller chez Coq, cuisiner, est-ce qu'on aurait amélioré notre immunité et qu'on serait meilleur face au coronavirus? Améliorer notre immunité, en tout cas, la quantité d'énergie dédiée à la défense immunitaire, oui. Face au coronavirus, pas forcément, enfin face à tous les virus, sachant que le coronavirus, il a un mécanisme d'action très particulier qu'on commence à mieux connaître, qui est un peu différent de très nombreux virus. Déjà, c'est un virus à ARN, donc ça complique pas mal les choses. Mais pour résumer, oui, lorsqu'on vit avec ses moyens, on consacre une partie de son énergie à se défendre, à mieux se défendre. Puisque de toute façon, quoi qu'il se passe dans notre corps, ça marche à l'adésine triphosphate. Et il faut pouvoir en produire suffisamment pour assurer toutes les fonctions vitales, les fonctions de défense, et puis ensuite le reste. Et donc, le but d'une vie bien équilibrée, c'est de se dire, OK, là j'ai assuré le vital, est-ce que j'ai suffisamment pour aller courir un marathon, aller courir un 10 km, gérer ce stress-là. C'est vraiment important. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que au-delà du marché, en tout cas, il y a un vrai défi de santé publique parce que là, récemment, il y a une très grosse méta-analyse qui est sortie, une grosse étude qui a été faite en Allemagne, où ils ont clairement démontré que le suivi d'un indicateur qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, détectait avec une spécificité et une sensibilité de 95% les gens qui avaient un risque de faire un prédiabète. Et donc, ces outils très simples, moi, c'est mon combat de tous les jours, c'est d'arriver à convaincre des grands acteurs de les démocratiser, de les conduire jusqu'au dispositif médical, parce qu'on ne va pas mettre un diagnostic dessus, mais on va avoir des flags qui vont te dire attention, déséquilibre, ça peut être une entrée dans l'hypertension, ça peut être une entrée dans le diabète, et c'est vraiment là le moment où le médecin ou la santé peut vraiment agir de façon très efficace, parce qu'on ne va pas donner des médicaments, on va changer les habitudes de vie, on va se poser les bonnes questions, et souvent ça va suffire, et les gens n'entreront pas dans la maladie. Tu parles de prédictif, quoi. On est dans le prédictif. Exactement. Et ça, c'est une hypothèse qu'on peut vérifier, mais d'un point de vue mondial et historique sur des pays qui sont très en avance sur le sujet. Et le prédictif, nous y croyons beaucoup, et c'est en cela qu'on veut initier ce genre de démarche. Et effectivement, tu as raison. Moi, je pense que les grands acteurs comme Apple, notamment, pour ne pas le citer, je veux dire, aujourd'hui, à vocation. Alors, il n'est pas à couvert, comme tu l'as dit en préambule, il est à découvert. Tim Cook a clairement dit vous voyez Apple comme un vendeur d'iPhone, vous vous souviendrez d'Apple comme un scientifique. Puisque aujourd'hui, la vocation d'Apple, c'est effectivement d'aller pour le bien et la santé publique de manière mondialisée. Donc, effectivement, le prédictif passera par des outils digitaux, mais passera surtout par des hommes et des femmes qui vont animer cette capacité à prédire. Exactement. Ouais. Merci, merci à tous. Le temps passe. Je pense qu'on pourra avoir d'autres occasions encore de parler de tout ça. Et puis, comme on travaille sur le sujet tous les quatre, j'espère qu'on aura bientôt des annonces à faire sur les projets qu'on mène ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention et Seb. vos messages. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.